toutes et à tous. Vous venez de me rejoindre pour un voyage plein de surprises à la découverte du Grand Sud marocain. Cette aventure commence face à l'océan Atlantique, dans la ville d'Agadir. Point de départ idéal pour certainement les plus grandes échappées belles de ma vie. Le but ultime étant de dormir dans le désert. Nous allons donc ensemble traverser le pays jusqu'à Merzouga, à la frontière algérienne, aux portes du Sahara. Je vous propose qu'on prenne le temps, qu'on savoure chaque instant du trajet pour s'imprégner de la culture marocaine et pour rencontrer les populations berbères qui vivent dans ces régions. Bivouac, oasis, dromadaire, ces mots ne vous font-ils pas déjà rêver? Allez, comme on dit ici, yallah, on s'élance. Soyez toutes et tous les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles consacrées au Grand Sud marocain. Bienvenue dans le sud marocain. La plage, relax, tranquille, zen. Je suis au Maroc parce que j'ai attrapé un virus, le virus de la sympathie. Entre les plages d'Agadir et le désert du Sahara. C'est bon? Tu es prêt pour le désert? Je suis prête pour le désert. Voilà, Ici, on retrouve la sérénité, le calme, la tranquillité. Dans le désert, c'est une rencontre avec soi-même. Un voyage au cœur des traditions. On fait toujours le henné quand il y a un événement, un mariage ou un baptême, pour l'Aïd. Merci. Ici, tout le monde le fait. Les jeunes, les anciens, c'est quelque chose de traditionnel. Dans les autres villes, tu trouveras tout le monde pour des chaussures modernes. C'est tout le monde là pour des babouches. Des rêves. Je pense que dans le futur, le surf va devenir le sport national au Maroc. Ça va détrôner le foot. Et des espoirs. L'eau est très importante. Elle est sacrée pour nous car elle est très rare. Ça fait 6 mois qu'il n'est pas tombé une goutte par ici. Des rencontres. J'espère que sur ton chemin, tu vas croiser un jeune, peut-être un jeune du village qui sera curieux et qui aura la patience d'apprendre ton métier, ton savoir-faire. Et les dattes, ça pousse sur les palmiers? Sur les palmiers, oui. Des moments de partage. Nous allons préparer un couscous traditionnel. Ah, j'adore. Le safran est très bon dans le tagine et il a beaucoup de vertus. Il peut soulager les rhumatismes. Bienvenue au Maroc! Bravo! Bien régalé, c'est bien ça. Merci. Alors, ça a été? Premier cours de stand-up paddle en mer. C'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Toi, t'as du niveau. Hein. Ah, comment ça? Ah, ça va. Je suis moniteur de surf en fait. Je suis pas basé à Agadir, je suis dans le village d'Aourer, ça s'appelle Banana Village. Là maintenant, on est à la plage d'Agadir. Franchement, c'est bien, c'est idéal pour apprendre à surfer. Je me demandais, qu'est-ce qu'il y a écrit sur la montagne là-bas? En fait, ça écrit, il y a Allah, c'est le Dieu, le Al-Watan, c'est le public, c'est le peuple, tu vois. Et le dernier, c'est le roi, en fait. Dieu, le roi et le peuple. Exactement, voilà. Est-ce qu'on peut aller se réconforter quelque part, manger un petit truc tous les deux, reprendre des forces? Là, on a un petit peu de temps, on peut aller à la ville d'Agadir, comme ça, on peut manger des barrir. Ça s'appelle barrir en arabe. C'est quoi? C'est comme genre de crêpes, tu vois. Barlir. Non, barrir, c'est pas facile à apprendre aussi, tu vois. C'est barrir. Écoute, je suis là pour quelques jours, je vais pratiquer. Ah là, il faut pratiquer. Alors. Ah ouais, je vais pratiquer un petit peu mon rire. Khalid, l'architecture d'Agadir me surprend énormément parce qu'elle est quand même très moderne. Moi, je m'attendais à voir des maisons comme dans les 1001 nuits, tu vois. En fait, il y a un tremblement de terre énorme. On a à peu près de 15 000 morts dans la ville d'Agadir. Quand c'était? C'était 1960. Tout ce que tu vois là, l'architecture s'est vraiment changé parce qu'ils ont tous reconstruit encore à zéro, tu vois.
Salut mon ami, on va te prendre toutes ces crêpes. C'est ça? C'est ça le barrel en fait. Tu peux nous les emballer, nous allons partir avec. Tiens, voilà. Tu lui as donné combien pour les 6 barrir? C'est des dirhams en fait. 6 dirhams. Ça fait 60 centimes. Exactement. C'est pas cher. Ah, c'est pas du tout sucré là. Parce que c'est sec en fait. Tu peux choisir de mettre du beurre, tout ce que je te parle là. Du miel. Ciao. Au revoir. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. C'est gentil. Les gars, je vais te faire un petit tour à la Casbah d'Agadir, au Fila. Ok. Salam alaikum. Salam alaikum. On va visiter la Casbah Agadir Ofla. Exactement. C'est 100 dirhams. Tu peux nous faire un petit prêt? Vous êtes gentil, je vais vous faire 80 dirhams. Ok, c'est bon alors. Et vous vous appelez comment, monsieur le chauffeur? Je m'appelle Youssef. Youssef, enchanté. Enchanté. C'est Khalid et moi c'est Tiga. Enchanté. Khalid et Tiga. Le charme de taxi, c'est quand tu rencontres toujours des gens. Oui. C'est le charme. Et là, c'est l'écriture qui a dit c'est le destin. Il a voulu détruire Agadir, c'est à notre volonté de le reconstruire. C'est beau, hein, l'écriture arabe. Hein. C'est en arabe, ouais. Je comprends pas, évidemment, mais tout le monde parle français au Maroc? Tout le monde y parle le français parce que c'est la deuxième langue dans l'école. Il y a une grande amitié entre la France et le Maroc. Voilà la vue panoramique qu'on a là. Voilà, ça c'est le plus grand port de pêche au Maroc. Ce qui s'appelle le Marsa, c'est le port de Agadir. Et Agadir, c'est l'une des villes les plus touristiques du Maroc? Exactement, ouais. C'est ta première position dans le tourisme, c'est à Marrakech. Après, le deuxième, c'est Agadir. En fait. C'est Agadir. Ouais. Alors moi, Khalid, je vais quitter la côte, là, dès demain. Je vais partir dans les terres, je vais essayer d'aller jusqu'au désert. Tu as déjà dormi dans le désert, toi? J'ai jamais fait, mais j'ai des potes qui ont déjà parté. Tu as vraiment pas mal de choses à visiter, tu vois. Tu as du dune, du sable, tu as du tout, tu vois. Oh, ça va être magnifique. Ouais. La ville d'Agadir a entièrement bâti sa réputation sur du sable. Un sable fin qui s'étale sur une dizaine de kilomètres, formant une plage immense et appréciée de tous. Au petit matin, les sportifs sont les premiers à prendre possession de cet espace pour se défouler. Lorsque la marée est suffisamment basse, le sable mouillé se transforme en un grand terrain de football éphémère. La plage d'Agadir est très connue. Il y en a qui viennent de toute la région pour jouer ici. C'est l'idéal. C'est là où tout le monde se rassemble. Cette plage est vraiment très belle. Pour venir nager, c'est génial. Et quand je ne travaille pas, j'amène mes enfants pour jouer au foot. On rigole bien. Alors que la marée monte et que le soleil commence à chauffer, la plage se prépare à accueillir un autre type de clientèle, qui cherche au contraire à réduire l'effort physique au minimum. Avec leurs parasols et leurs chaises longues, les garçons de plage sont là pour garantir aux touristes la relaxation la plus totale. 4 thés à la menthe? D'accord, oui. Merci, de rien. Merci. La plage, relax, tranquille, zen. Bah, il vient chercher le calme, hein. Oublier le travail en France, en Europe carrément, pour se relaxer. C'est bon? Parfait. Comme on dit Agadir, il n'y a rien à dire. Et ça ira, ça ira. Voilà, voilà. C'est uniquement pour le repos, la plage, le soleil, la détente. L'eau est très bonne, mais la température est très agréable. L'eau est parfaite. Pour moi, Très agréable. moi, j'y veille avec plaisir. Oui, tout à fait. Certains touristes se plaisent tellement sur cette plage qu'ils ont bien du mal à en repartir.
C'est le cas de nombreux retraités français qui ont choisi de prolonger le plaisir en s'installant durablement dans des campings de luxe en bord de mer. Bon, belle balade. On les surnomme les hirondelles d'Agadir. Ils sont logés en bungalow ou dans leur camping-car, où ils passent 6 mois de l'année pour échapper à l'hiver. À 78 ans, René a décidé de vivre dans ce bungalow. Ce Breton d'origine a obtenu le statut de résident au Maroc. Et je l'ai aménagé un peu à ma façon. C'est agréable, le matin quand on se lève, on voit quelques oiseaux, vous voyez, ou quelques tourterelles qui arrivent, qui viennent boire à la fontaine. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et aussi, c'est bien agréable. Bien, Pinouche, bien. Je suis au Maroc parce que j'ai attrapé un virus. Ça s'appelle le virus marocain, le virus de la sympathie. Maintenant, c'est devenu ma résidence principale puisque je vais résider presque toute l'année avec de courts séjours sur Nantes où sont mes enfants. Et je reviens immédiatement pour profiter un peu de l'ambiance marocaine, du climat. Ce n'est que bénéfique. À quelques kilomètres d'Agadir, c'est un tout autre type de plagiste, bien plus jeune, qui vient ici pour profiter du littoral. Ici, la houle de l'Atlantique déferle de manière régulière, ce qui en fait un spot de surf accessible au plus grand nombre. Mohamed est natif de la région et il vient ici chaque jour pour se frotter aux vagues. Moi, quand j'étais petit, je ne connaissais rien au surf. Je ne savais même pas ce que ce mot voulait dire. Il n'y avait que les étrangers qui venaient surfer ici. Mais à force de les voir s'amuser, ça m'a donné envie d'essayer. Quand j'étais gamin, j'étais un peu gros. Je savais un peu nager, c'est tout. Et quand je me suis mis au surf, tout le monde se foutait de moi. Ils pensaient que je n'y arriverais jamais. Mais maintenant, ça va mieux. À force de s'entraîner, Mohamed a même remporté plusieurs championnats marocains de surf. Et grâce au développement du tourisme dans la région, il a pu faire de sa passion son métier en devenant moniteur pour une école de surf. Désormais, c'est lui qui fait découvrir aux étrangers les plaisirs de la glisse. Les Marocains se sont mis au surf, surtout les jeunes, et aujourd'hui le niveau est très bon. Il y a plein de jeunes qui sont très prometteurs et qui ont de bons résultats dans les compétitions internationales. Je pense que dans le futur, le surf va devenir le sport national au Maroc. Ça va détrôner le foot. La plage d'Agadir est un espace de liberté qui réunit des gens au profil divers, mais où chacun peut trouver son bonheur. Il y flotte un parfum particulier, comme un été qui ne voudrait jamais finir. Salam. Je vais jusqu'à Taroudan. D'accord. C'est possible? Ouais. C'est combien? 700 dirhams. 700? D'accord. Combien de temps de route? Presque 1h30. Ok, c'est parti. Allez. Oh, c'est super gentil, merci. C'est bon derrière. Moi, je m'appelle Tiga. Et moi, Mohamed. Mohamed. Enchanté, Mohamed. Enchanté, Tiga.
Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots En arabe ou en berbère? Parce qu'on a deux langues. Tous les gens qui vivent dans le sud comme ça, ils sont berbères. Du coup, il vaut mieux que je commence à apprendre le berbère. Comment je dis bonjour? Mani kan tgit, صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. C'est Y a bonjour. pas Azul? Ouais. C'est plus simple que Smelly. Ouais, c'est ça. Et merci, on dit Tanmirt. Tanmirt. Merci Mohamed. De rien. Et bon retour à Agadir. Merci. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le riad d'Arzaya? Ah, tu peux me montrer? Merci. Comment tu t'appelles? Abdelrahman. Abdelrahman. Ici, Mitiga. C'est là-bas? Oui. D'Arzaya. Bah, merci les garçons. Vous êtes très serviables. Hey, salut Tiga. Bonjour Marc. Ça fait bon voyage? Super bien. Tu vas bien? À Darzaya. Merci. Ouais. C'est beau. Et voilà, Darzaya. Dar. Dar, c'est la maison au Maroc, la maison traditionnelle rurale. C'est une maison en terre. C'est quoi ce bois là? Ça, c'est du bois d'arganier. Toutes les poutres sont faites en bois d'arganier. Tu fais quoi dans la vie? Je suis directeur artistique pour la presse, magazine. Mais je suis amoureux des jardins et puis des belles architectures de terre. Alors pour te rejoindre, je me suis un petit peu baladée du coup dans les rues de Taroudan. C'est vraiment charmant. Hein. Je vais te faire une surprise. C'est à l'extérieur de la ville. Ok. Les calèches comme celle-ci, c'est pour les touristes? Non, pas du tout. Les Britanniques l'utilisent souvent. D'accord, c'est une forme de taxi alors? Ouais, c'est ça. Véritablement. Et je constate qu'on n'est pas les seuls à vélo. Hein. Tout le monde fait du vélo à Taroudan. C'est le moyen de locomotion principal. D'accord. Il y a véritablement un art de vivre à Taroudan. C'est une ville extrêmement calme, tranquille, où les gens ne sont pas du tout surexcités comme dans d'autres grandes villes. Là, on est en train de sortir de la Médina? Oui, c'est ça. Ce sont les remparts? Voilà, on va longer les remparts. Ils sont magnifiques, ces remparts. Vraiment, je suis sous le charme. Est-ce que tu sais de quelle époque ils datent? Date du XVIe siècle, la dynastie saadienne, qui a fait Taroudan sa capitale pendant 1 an avant de s'installer à Marrakech. D'accord. Le point de vue. C'est le Haut Atlas. Le Haut Atlas. Là, les 2 sommets qu'on voit là, c'est le mont Aoulim et le Tinerouet, environ 3500 mètres. Pas mal. Pendant tout mon voyage dans le grand sud marocain, je vais longer l'Atlas. La première fois que tu es venu à Taroudan, qu'est-ce qui t'a fait craquer? Qu'est-ce qui t'a séduit? La ville qui semblait sortir d'un autre temps. Voilà. Ouais. Bon, Taroudan, dans les années 60 et jusque dans les années 80, était une ville de jardin, avec des vergers cultivés intramuros, et toute la ville était construite en terre. Donc on avait exactement le même type de construction et d'habitat que dans les villages environnants. Ces jardins n'existent plus à Taroudan. Mais ce qui me plaît beaucoup ici au Maroc, c'est la ruralité. Et Taroudan est une ville rurale. La ville de Taroudan est souvent surnommée la Petite Marrakech. Mais elle mériterait tout aussi bien une autre appellation. Celle de Petit Amsterdam,
vu la quantité phénoménale de vélos en circulation, qui n'a rien à envier à sa grande sœur hollandaise. Le deux roues est le moyen de transport le mieux adapté aux petites ruelles et au trafic parfois chaotique dans le centre-ville. Comme tous les habitants de Taroudan, Salah est né avec un guidon dans les mains. Il enfourche sa bicyclette pour tous ses déplacements. Même si on a des voitures, c'est obligé d'avoir une bicyclette pour faire des courses au souk, pour aller au travail. La bicyclette, c'est quelque chose de très important ici à Taroudan. La bicyclette, elle a des bienfaits et des avantages. C'est bien pour l'articulation, c'est bien pour le système cardiaque, c'est aussi anti-stress, c'est contre la pollution. Allez. Petit accident. Bravo. Il faut tout de même une certaine maîtrise du slalom pour se frayer un passage dans la circulation anarchique. Et ne pas craindre les petits accrochages qui sont ici monnaie courante. Mais la bicyclette parvient toujours à destination et Salah a se faufiler dans ses ruelles minuscules jusqu'au cœur du vieux souk de Taroudan où il a l'habitude de faire ses courses. Et lorsque la mécanique donne des signes de faiblesse, les cyclistes savent qu'ils peuvent compter sur les nombreux réparateurs de vélos qui possèdent des petits ateliers à chaque coin de rue. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Ma roue est un peu dégonflée, tu peux m'arranger ça? Dans toutes les maisons de Taroudan, tu trouves au minimum 3 vélos par chaque maison, c'est comme ça. Le vélo ici, c'est très important au niveau économique parce qu'il y a beaucoup de réparateurs ici et tu peux travailler, réparer les vélos et gagner de l'argent. Ça fait longtemps que les gens se déplacent à vélo ici. Et maintenant, il y a beaucoup d'enfants et surtout de plus en plus de femmes qui s'y mettent. C'est très bien. Aujourd'hui, c'est juste un petit entraînement. On va rouler 26 km. C'est que de la piste. Cette passion pour le vélo a fait pousser des ailes aux jeunes de Taroudan. Ils ont décidé de monter leur propre équipe cycliste en misant sur le VTT, une discipline en plein essor au Maroc. Le podium, c'est notre objectif. Parole les gars. Le club de Taroudan n'a que 2 ans d'existence, mais il remporte déjà des résultats en compétition. Notre association participe dans plusieurs courses. Il y a un classement national et également un classement international. Et ça permet aux jeunes de participer dans des compétitions à l'échelle maghrébine, à l'échelle africaine, à l'échelle arabe et également à l'échelle mondiale. Et ça fait notre fierté. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien intégrer l'équipe. Mais souvent, ils n'ont pas les moyens d'acheter le matériel. Donc la motivation est bien là, mais c'est les moyens financiers qui posent le plus de problèmes. Le Maroc possède un potentiel énorme pour le VTT, avec des milliers de kilomètres de pistes qui restent encore à explorer. Mais le pays dispose également d'un réseau routier bien entretenu et qui traverse des paysages fabuleux. De quoi combler les amateurs de cyclotourisme. Faut passer devant Mustapha pour aller vous faire graisser les rotules. Ce groupe de 25 Français est venu visiter le Maroc à vélo dans des conditions optimales. Avec un mécanicien attitré et des vélos de course dernier cri, ils vont pédaler pendant 10 jours et parcourir près de 1000 km sous le soleil.
En plus, on a le vent de face. Dépaysement total, puis c'est le plaisir de partager des bons moments entre cyclistes. On est bien heureux. J'ai organisé pendant 17 ans des tours du Maroc en 4x4. Eh bien, depuis que je fais des tours en vélo, des endroits où je suis passé 25 fois, je découvre d'autres choses. C'est une découverte lente. L'Alpe d'Huez marocain. La pratique du cyclotourisme est en plein développement dans le sud du Maroc. Et plusieurs agences proposent des circuits tout compris sur les plus belles routes du pays. De quoi faire du Maroc un nouveau royaume pour la petite reine. Hier, c'était que des arganiers à moitié brûlés. C'était un concours de cailloux. Aujourd'hui, c'est verdure, c'est palmier, c'est palmeraie. Ça, c'est le Maroc. Il n'y a jamais un jour pareil et ça change en permanence. Vive le vélo! Où ça? Au Maroc! Bonjour le Maroc. Salam alaikum. Bonjour Tiga. Salut Marc. Ça va alors, t'as bien dormi? Super bien. Et alors toi? Ouais, très bien. Bien. Et alors l'eau, ça va, c'est pas trop froid? Non, l'eau Elle est est bonne? parfaite au réveil, c'est idéal. C'est ton paradis ici. Ouais, un peu, ouais. J'en ai profité. J'ai préparé du thé si tu veux. Oui. Ça te dit? Mais carrément. Bon. Je finis ma petite brasse, je vais me sécher, Ça j'arrive. Ça marche? Ouais. À tout de À suite. toutes. Thé à la menthe, j'adore ça. Un voyage au Maroc sans thé à la menthe, ce ne serait pas le Maroc, on est d'accord? On est d'accord. À la tienne. Merci. Whisky berbère. À la tienne. Comment on dit sans thé? Psaha. Psaha. J'aime beaucoup ce concept. Tu as la maison en centre-ville, à Taroudan, et le jardin, on est à combien de kilomètres? On est à 1,5 km. À 1,5 km, loin du centre-ville, loin du tumulte. On est au milieu d'une oliveraie, en fait, et ce sont des multitudes de parcelles qui appartiennent aux habitants de Taroudan. Voilà. Ça. Donc moi, j'ai racheté une parcelle, j'ai planté un jardin que je cultive depuis 10 ans. Ça, c'est un figuier que j'ai ramené de France. Je l'ai ramené dans un container. C'était un petit sujet. Et voilà, 10 ans après, comment il est devenu. Il fait des fruits absolument délicieux. Ça, c'est un cactus, ça? Alors ça, c'est pas du tout un cactus, c'est une euphorbe. Euphorbe. Ouais, une euphorbe candélabre. C'est bien. D'immense sculpture. Ça fait 10 ans que je vis ce bonheur de voir ce jardin se développer. Il m'apporte beaucoup de satisfaction depuis 10 ans. Et voilà, c'est un vrai bonheur. J'adore. Ben, écoute, je m'y sens très bien. J'ai une commande d'amphore à aller chercher dans un village à 12 km d'ici, un village de potiers. D'accord. C'est de la poterie artisanale, des amphores comme celle-ci. Si ça te dit, tu m'accompagnes? Sans hésitation, je t'accompagne. Allez, on y va. Ça, c'est le village. Ouais. Oh, il a l'air tout petit. Il y a combien d'habitants? Il y a 400 habitants et 70 familles. Ok. Bonjour Aziz. Bonjour. Bonjour Omar.
Bonjour, je te présente Omar. Bonjour Omar. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui. Toujours, ça va. Ça va toujours. Qu'est-ce que vous faites? Je tamise la terre pour la ramener dans l'atelier pour y travailler. On peut entrer? Entrez. Oui, c'est possible. Ok. Entrez. Entrez du magasin. Après toi. Voyons. Faut pas être grand là. Et je reconnais la déco de chez toi. Voilà, exactement. Omar est un véritable artiste et qui travaille magnifiquement. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça, c'est un canoun. C'est ce qu'on appelle un brasero qui sert à brûler des braises pour la cuisine. Tiens, regarde, il est en train de faire son argile, là. Ouais, il est en train de préparer la terre, il est en train de la malaxer. C'est un travail très, très physique. Omar, je peux t'aider? Oui. Oui? Oui, viens pétrir. C'est vrai, je peux mettre la main à la pâte? Viens m'aider, viens travailler avec moi. Alors. Allez, travaille. C'est pas comme ça que je vais gagner mon pain. J'ai 3 garçons et une fille. Mais ils ne connaissent pas ce métier. Tu le regrettes? Je trouve ça dommage, parce que ça va se perdre, parce que c'est une fierté. J'aurais aimé qu'ils continuent. Et au village, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent acheter tes poteries aujourd'hui? Oui, ça marche bien. C'est un métier qui a de la valeur, mais c'est fatigant. D'ailleurs, si tu veux, j'ai ta commande qui est prête à la maison. Aide le vieil homme à se relever. Bonjour. Une belle maison à la porte bleue. Ah, il y a un âne pour nous accueillir. Bonjour l'âne. C'est la cuisine? Ouais, c'est une cuisine traditionnelle, tout en argile, cuisine typique du sud du Maroc. Et derrière le four à pain, le trou, c'est l'étable en fait. Les étables dans les maisons traditionnelles sont au rez-de-chaussée. En dessous de la maison, tu vas trouver des vaches, des moutons, et en fait, le bétail réchauffe la maison l'hiver. Ça permet de chauffer, chauffage au sol. Voilà. Voici ta commande. Merci beaucoup. Alors celle-ci, tu les... Je vais en prendre une. Tu me les fais à combien celle-ci alors? Elle coûte combien? 20 dirhams. Ça fait 2 € chaque. C'est ça, à peu près. C'est 20 dirhams, donc ça correspond à peu près à 2 € chaque. 2 € chacune, d'accord. Omar, merci beaucoup. Merci. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré. Et je suis malheureuse que tes enfants ne prennent pas la succession ou n'aient pas appris, mais j'espère que sur ton chemin, tu vas croiser un jeune, peut-être un jeune du village qui sera curieux et qui aura la patience d'apprendre ton métier, ton savoir-faire. Moi aussi, je te remercie d'être venu me voir. Et moi, j'espère que je pourrai transmettre le flambeau de mon métier. Je te fais un câlin. Prends soin de toi. Prends soin de toi. On repart avec les enfants? Ouais, on repart avec les enfants, tiens. Merci. Et merci à toi, Marc. Ouais, je t'en prie, Tiga, c'était vraiment un plaisir. Belle découverte, Taroudan et sa région. Le Maroc est réputé pour la diversité de son artisanat. Mais au hit parade des souvenirs rapportés par les touristes, c'est la babouche qui écrase tous ses concurrents. Cette paire de sandales traditionnelles remporte un franc succès car elle est très bon marché et toujours fabriquée de manière artisanale.
À Taroudan, c'est dans cette tannerie que l'on produit le cuir des babouches. La méthode est restée la même depuis des siècles. Car ici, on se refuse à utiliser le moindre produit chimique. Il y en a les peaux de chèvre, il y en a les peaux de vache, il y en a les peaux de dromadaire. Pour avoir les peaux de babouche, c'est les peaux de chèvre. On les trempe dans la chaux pour enlever le poil. Et puis, on les trempe dans la viande de pigeon. Ça donne la souplesse pour le cuir. C'est comme de l'ammoniac. Au lieu de faire l'acide au poison, on met la viande de pigeon. Ça, c'est pour faire les peaux naturelles. Bismillah. Oui, ça c'est dans les racines de liège. Les racines de liège, ça prend la couleur marron et ça fait tanner en même temps. Les tanneurs de Taroudan apportent la preuve que l'on peut très bien se passer de détergents chimiques et utiliser des produits naturels. Comme les écorces de fruits. Un pigment naturel très efficace, une fois réduite en poudre. Ça c'est l'écorce de grenade. On utilise pour faire la couleur jaune, pour avoir les babouches. Dans la région, la ville de Tafraout est réputée comme la capitale de la babouche. Isolés au milieu des montagnes, les habitants sont restés fidèles à la tradition vestimentaire, de la tête jusqu'au bout des pieds. Ici, on les surnomme les BTT, les babouches tout-terrain. Elles accompagnent même les enfants pour leur premier pas dans la vie. Bonjour, ça va? Tu veux bien que je te prenne en photo avec tes babouches? Ça marche. On va se mettre ici pour la vue. Omar est un photographe professionnel natif de Tafraout qui travaille d'arrache-pied pour capturer les plus belles images de babouches. Interpellant les passants, il mitraille à tout va ces sandales berbères qui font partie de la culture locale. Nos grands-pères, nos grands-mères, on est habitués de les porter, alors c'est tout le monde là pour des babouches. Dans les autres villes, tu trouveras tout le monde porter des chaussures modernes, mais nous, toujours, on garde les traditions. Parmi la centaine d'artisans de Tafraout, Boujma. Les créations originales de Boujma sont celles qui inspirent le plus le photographe. Ce modèle-là, il est très beau, il y a plein de motifs. Oui, c'est la nouvelle collection. Tu l'as en d'autres couleurs? Celle-là, elle est plus innovante, il y a plus de motifs. La photographie, elle a besoin de couleurs, elle a besoin de vie comme ça, tu vois. Pose-la ici, dans la lumière. Avec les rayons de soleil, ça donne un effet de brillance, c'est incroyable. Omar et Boujma veulent redonner un coup de jeune à la babouche traditionnelle. Les photos seront postées sur les réseaux sociaux pour faire connaître ces nouvelles créations. Pour les femmes, j'ai fabriqué ce modèle-là, qui s'appelle Tariit, avec des pompons. Je fais les pompons à la main, et le reste est cousu à la machine. Comme la plupart des artisans babouchiers, Boujma travaille seul, avec peu de moyens, mais avec une grande application. Il fabrique des sandales de qualité qu'il vend 8 € la paire. C'est quoi la durée de vie d'une babouche? Si tu en prends bien soin, elle va garder sa couleur pendant 1 an. La couleur jaune va juste un peu se patiner. Ce que j'aime bien à propos de Boujma,
Il essaie toujours de garder la tradition, mais en même temps d'être créatif et d'ajouter d'autres motifs, d'ajouter d'autres couleurs, d'ajouter sa propre vision. Voilà. À Tafraout, les babouches n'ont rien du gadget pour touristes. Elles sont toujours restées au goût du jour et grâce aux jeunes de la ville, elles le resteront de nombreuses années encore. Bonjour Tiga. C'est Tiga de France. Enchanté, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, ça va et vous? Et toi, ça va? Oui, ça va super bien. Oui, c'est bien entré. Oui. C'est bien. Ça y est, je suis à Tiout et j'aperçois déjà plein de palmiers ici. C'est la palmerie de Tiout. C'est la palmerie de Tiout, c'est la palmerie de 7 villages. Et chaque famille en a un petit parcelle à la palmerie pour cultiver le... Il y en a des gens qui font des potagers, du blé, du maïs, de la luzerne toute l'année. Il y a 3 sources et 4 canaux pour l'irrigation. Mais il n'y a pas d'habitation dans la palmerie? Jamais, il n'y a pas d'habitation là. Pourtant, toi, tu proposes l'expérience de dormir dans la palmerie, dans un bivouac. Yallah, marhaba. On y va? On y va, ok. Ah, on part en scooter? Oui. Tu as un casque? Pas besoin de casque, c'est pas loin, c'est ça. C'est pas obligatoire? Ok, je te fais confiance. Personne à gauche, on est parti. Oui. Yallah. Bienvenue, voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Oui, de rien. C'est magnifique ce que tu as fait, c'est beau. Oui, c'est bien, bienvenue. Là, c'est ta femme? Oui, c'est ma femme, Jamila. Coucou Jamila. Oui. Et bienvenue, marhaba, on va aller pour poser le sac. Ah, on va voir ma chambre. Voilà, Tiga, c'est la tente en poil de chèvre. En poil de chèvre? Poil de chèvre, oui. Je dormirai là? Oui, là, le coin là. Génial. Ça. Je laisse mon sac ici? Oui. La tente est fermée au poil. Il y en a des autres poils comme ça pour fermer la tente. D'accord. C'est bien fermer tout. Donc il n'y a pas d'animaux qui vont rentrer, pas d'insectes, tout va bien. Non, tout va bien. Voilà. Il y a un monsieur là-haut, là? Voilà, ouais, c'est la saison des dattes. Le monsieur coupe des palmiers, coupe des dattes. Bah alors j'ai vraiment l'impression de découvrir un fruit tout d'un coup, hein, de le voir descendre de l'arbre. Attends, voilà. C'est bon? C'est bon, oui, c'est ça. Il faut le goûter. C'est mûr, ça? Oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est mieux. Ah, il faut prendre. C'est ça. Ah, là, je reconnais un peu mieux la date. Oui, c'est ça. Voilà, un peu flétrie. Voilà. Tu manges la peau? Oui, on mange tout. Hein. Elle est craquante. T'en fais quoi des dattes? Des dattes, c'est ça, dessert. Avec la soupe aussi. Le mois de Ramadan, on fait utiliser beaucoup de dattes aussi. C'est ça? Ouais. J'aimerais que tu me racontes cette palmeraie. Palmeraie, oui. Ça fait combien de temps que tu as commencé à la planter, à la cultiver? Oui, je suis là depuis 8 ans. Est-ce que tous les autres habitants étaient d'accord avec cette idée? Oui, tout le monde est content parce qu'il y en a des familles originaires de Tiout. Ils viennent chez nous ici pour passer la journée. Il y en a des gens qui passent le mariage de Tarodonte. Ils viennent ici pour poser la journée, c'est ça, avec toute la famille. C'est réservé tous les tentes, comme ça, pour passer une bonne journée avec la famille, c'est ça. Salut Jamila.
Bienvenue. C'est gentil, toi aussi, sois la bienvenue. Merci. Merci. J'adore ça. Il est sucré ou pas? Oui, un peu sucré. Oui. Un peu. Oui, un peu sucré. Merci, choukran. Saha ou raha. Saha ou Raha. raha. Ça veut dire santé et tranquillité. On trinque comme ça? Oui, comme ça. Ouais. Voilà, entre les trois. Saha. Ça va, Jamila? Alhamdulillah, ça va. Oui. C'est très joli ici, hein? Oui, il y a la nature. La nature. Oui. Et donc, vous avez eu cette idée tous les deux. Personne ne l'avait fait avant vous, de faire ce bivouac? Oui, nous seulement, les deux. Les deux. Et alors, quelle est la différence entre une palmeraie et une oasis? Il y a une différence? C'est la même chose, oui, c'est ça. D'accord. Les deux, c'est naturel? Ça pousse naturellement? Oui. Oui, le palmeraie, ça pousse naturellement. Parce qu'avant, il y en a des caravanes qui viennent du désert. Oui. Ils font des escales à Tiout. Ils mangent que des dattes et de laisser ça. Ils jettent les noyaux comme ça. Ça pousse. La palmeraie de Tiout, il y a de la chance. Parce qu'il y en a beaucoup d'eau qui vient de la montagne. Il y a 3 sources à Tiout. Il y a 3 sources d'eau qui arrivent de la montagne? De la montagne, oui. Jamila, tu fais quoi au bivouac? Quel est ton rôle? Ici, je m'occupe de l'entretien. Je m'occupe également de la cuisine. Lorsque nous recevons des clients, je leur prépare à manger. Et au bivouac, il y a toujours des choses à faire, comme arroser les fleurs, nettoyer la tente, préparer les couchages. Je fais tout ici pour que nos clients soient satisfaits de l'accueil. Vous avez des enfants tous les deux? Oui, nous avons 2 filles et un garçon. Ils vont tous les 3 à l'école. Et lorsqu'ils n'y sont pas, ils viennent nous aider ici. On compte beaucoup sur eux. Je vous félicite, je suis très heureuse pour vous et je suis très heureuse d'avoir rencontré le roi et la reine. Merci. Merci. Merci à toi surtout. Ta venue nous enchante. Saha, raha, c'est bien. À ta santé. Dans les oasis marocaines, la culture des dattes permet de faire vivre toute la communauté. Mais pour ceux qui habitent au cœur de la montagne, les débouchés agricoles sont plus limités et les villageois doivent trouver d'autres sources de revenus. Dans le petit village d'Inzerki, les habitants sont spécialisés dans l'apiculture depuis le XVIe siècle. Comme en témoigne cet édifice unique, considéré comme le plus grand rucher collectif au monde. Tu vois, Hamza, avant, chaque famille possédait une partie de ce rucher. Toutes ces cases-là étaient pour une seule famille, jusqu'à ce poteau. C'était la limite. Construit en 1520, en terre séchée et bois de thuya, il était utilisé par tous les apiculteurs de la région. Dans un balai assourdissant, le rucher pouvait accueillir plus de 100 millions d'abeilles appartenant à l'espèce saharienne et reconnaissables à leur couleur orangée. Aujourd'hui, Brahim est l'un des rares apiculteurs du village qui exploite encore les ruches traditionnelles comme le faisaient ses ancêtres. Donne-moi le couteau, Hamza. Et mets-toi ici. Regarde, mon fils. Il faut faire comme ça si tu veux devenir apiculteur, toi aussi. C'est difficile de travailler avec ces anciennes ruches. Les rayons de miel sont bien accrochés. On a du mal à les retirer. Victime de l'exode rural, le village d'Inzerki s'est vidé et le rucher est resté abandonné pendant 40 ans. Mais Brahim et ses abeilles tentent de le sortir de ce long sommeil. Je suis revenu au village en 2010 et j'essaye de relancer l'apiculture traditionnelle. J'ai créé une association pour encourager les gens à revenir au rucher. Et maintenant, il y a 7 familles d'apiculteurs dans le village. L'apiculture traditionnelle ne permet pas de récolter de grosses quantités, mais la qualité du miel est supérieure.
Brahim revend une partie de sa production et garde le reste pour sa famille et ses amis. On prête à ce miel de nombreuses vertus. Les habitants le consomment pour le plaisir, mais également pour se soigner. Ce miel-là, à base de thym, est bon pour soigner les cicatrices. Une fois, je me suis ébouillanté avec une théière. J'ai appliqué du miel sur la brûlure et elle a disparu. D'ailleurs, le bon Dieu parle du miel dans le Coran. Il est dit que du ventre des abeilles sort une liqueur aux couleurs variées, qui est une source de guérison pour tout le monde. Comme toutes les abeilles du monde, celles d'Inzerkis sont frappées par une surmortalité inquiétante. Ici, c'est la sécheresse qui en est la cause, car les abeilles trouvent moins de fleurs à butiner. Alors, pour enrayer l'hécatombe, Brahim veut développer la culture de plantes aromatiques. Il y a 40% des plantes qui sont déjà mortes à la forêt. C'est pour ça qu'on pense faire ce projet-là pour sauver les abeilles de la période de la sécheresse. C'est bien aussi pour l'agricole, pour les gens de village. Parce qu'on a le problème des familles qui partent d'ici à les villes, parce qu'ici il n'y a pas le travail. C'est pour ça qu'on cherche quelque chose pour les gens restent là au village pour gagner un petit peu d'argent et tout ça. Grâce aux efforts de Brahim, ce patrimoine architectural pourrait connaître un renouveau. Et si les abeilles reviennent au rucher, les habitants, eux aussi, viendront peut-être repeupler le village. Tiga, ça va? Oui, ça va bien, et toi? Oui, ça va. Tu me rejoins? Je suis en train de récolter de la menthe. Ah oui, j'arrive tout de suite. Chouette. Ça sent la menthe jusqu'ici. Salam. Salut. Bienvenue. Tu sens bon? Ça va? Oui, ça va bien, et toi? Merci, ça va très bien. C'est pour faire ton thé? Oui, exactement. Ça sert pour le thé. Cette menthe, elle pousse comment? C'est toi qui l'as plantée? À la base, on plante juste des petites racines. Des racines comme celle-ci. On les plante soigneusement dans la terre et ensuite le soleil fait son travail. C'est donc de la menthe bio? Oui, bio. Nous n'ajoutons aucun pesticide. Elle pousse grâce à l'eau de la montagne. Et là derrière, c'est de la menthe que tu as déjà coupée? Il faudra que tu la replantes? Oui, c'est ça. Ici, je l'ai déjà récoltée. Pas besoin de replanter. Regarde, il y a encore les pousses. Il suffit de les irriguer pour que la menthe repousse. Et donc avec tout ça, tu dois faire des plats marocains. Tu sais faire le tagine, j'imagine, le couscous? Oui, exact. Notre production sert à préparer des plats comme des tagines ou des couscous pour nos clients du bivouac. On a ce qu'il faut ici pour leur préparer ce qu'ils souhaitent. Je vais te montrer, tu m'accompagnes? Génial. Oui. Allons-y. Attends, je vais te porter ton panier. Merci. Merci à toi. Shukran. On passe par là-bas.
Voilà, j'ai les mains propres. Alors, comment puis-je t'aider, Jamila? Tu vas m'aider à éplucher les légumes. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? Il y a des légumes. Nous allons préparer un couscous. Un couscous traditionnel. Ah, j'adore. C'est un plat assez compliqué à préparer. Comme ça? Oui, c'est bien comme ça. Fais attention à tes doigts. Oui. Toi, t'as appris comment, Jamila, à cuisiner le couscous? Ma mère préparait souvent ce plat quand j'étais petite. J'ai appris en la regardant faire. Et comment tu es arrivée à Tiout alors? Je suis arrivée à Tiout pour mon mariage. Avec Saïd. Et alors avec Saïd, vous vous êtes rencontrés où et comment? La sœur de Saïd était une amie de la famille. C'est elle qui nous a présentés. Tu avais des rêves quand tu étais plus jeune? Oui, bien sûr, j'avais des rêves comme tout le monde. Et au fur et à mesure, les rêves évoluent. Quand mes enfants sont venus au monde, mes priorités ont changé. Et être une bonne mère est devenue ma priorité. Mon rêve maintenant, si Dieu le veut, est que mes filles fassent des études de cuisine. Et mon fils des études d'hôtellerie. J'aimerais qu'ils poursuivent ce que l'on a commencé ici avec mon mari, que l'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Qu'ils puissent ensuite gérer le camp de manière professionnelle. Jamila, toi du coup tu travailles. Est-ce que c'est fréquent, les femmes au village, elles travaillent toutes aussi? Oui, bien sûr. Ici, quasiment toutes les femmes travaillent. Elles travaillent même plus que les hommes. Lorsqu'elles ne travaillent pas au champ, elles tiennent leur maison, élèvent leurs enfants. Les femmes d'ici produisent aussi de l'huile d'argan, qu'elles revendent ensuite en ville. Ça leur permet d'arrondir les fins de mois. Maintenant, nous allons préparer la semoule. Ah, c'est le moment que j'attendais. Je mets un peu d'épices. Alors, les légumes sont en train de cuire avec la viande. Et on va faire comme ça, là? Oui, c'est ça. On va faire le couscous. La semoule pour le couscous. Avant de mélanger, j'y ajoute un peu d'eau. Vas-y, montre-moi, parce que moi, je veux pas faire de bêtises. Voilà, après tu... Et là, tu vois, je brasse bien le tout de façon homogène. Et le couscous, il est pas cuit du tout, là? Du tout. Ah ouais. Rien à voir avec ce que je fais à la maison, hein. Moi, je mets ma semoule, je verse de l'eau chaude dessus, je mets un peu d'huile et puis je laisse gonfler comme ça. C'est vrai que je pense pas à la... C'est trop facile. On la prépare à l'huile de coude et plus on s'applique, plus elle sera bonne. N'est-ce pas, Madame Tiga? Et maintenant, on la fait cuire. Mets-la dedans. Tu sais, ça reste entre toi et moi, mais je préfère de loin le couscous au tagine. C'est vrai? Oh oui. Moi aussi, je préfère le couscous. Très bien, mademoiselle. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu te préserve, que Dieu te garde, qu'il t'apporte la santé, qu'il t'apporte le succès et l'argent. Merci. Ah, ils mettent tout de suite la bonne ambiance, hein. Qui sont-ils? C'est le groupe du village de Tiout. Allez, salam alaikum. Jamila. Ah oui, tu
Merci. Toi, tu salives, tu as faim. Oui, oui, j'ai faim, oui. Ah, c'est le couscous de Jamila. Et moi, j'ai coupé les carottes. Ah ouais, c'est cool. Oui, tu m'as bien aidé. Au Maroc, pour manger le couscous, c'est la tradition, c'est à la main. À la main. Oui, comme ça. On fait les boules comme ça, voilà. Voilà, comme ça. Ouais. Comme ça. Faut bien malaxer. Ouais. C'est délicieux. J'espère que je vous coupe pas l'appétit, hein. Mais c'est pas facile au début. Non, mais vous trichez, c'est pas possible. Il y a de la magie, là, dans vos mains. Ah bon? Alors, t'as vu, Jamila, ils m'ont mis un foulard. C'est le même que toi, non? Oui, chez les Berbères, les femmes portent ce foulard pour les jours de fête ou les événements spéciaux comme aujourd'hui. Ils m'ont fait un beau cadeau. C'est avec plaisir. C'est magnifique ce que vous avez fait ici. La palmeraie, toute la palmeraie, j'ai trouvé ça ravissant aujourd'hui. Quand je t'ai vu dans le champ de menthe avec les montagnes autour, oui. C'est beau. Et là, vraiment, le bivouac, c'est... Bravo à tous les deux. Merci. Merci, Tiga. Et si Dieu veut, vos enfants vont prendre la succession, vont vous accompagner, vous aider pour que ça continue. Oui, Charles, merci. On trouve toutes sortes de produits sur les marchés marocains. Mais il existe une épice bien particulière qui ne s'expose pas en plein jour sur les étals. On préfère la garder à l'abri derrière les comptoirs des boutiques. Bonjour. Et dis-moi, c'est bien du safran de cette année? Oui, oui, bien sûr. Cette épice, le safran, représente un petit trésor. On le surnomme l'or rouge du Maroc. Tu peux m'en mettre 10 grammes dans 2 boîtes de 5 grammes. C'est grâce à sa couleur qu'on peut vérifier la qualité du safran. Mais pour être certain qu'il est vraiment pur, il faut le faire analyser en laboratoire. Ces petits filaments à la saveur de miel sont recherchés par les gastronomes du monde entier. Alors tu me l'as fait à combien? C'est 2 € le gramme. C'est l'épice la plus chère du monde. Elle peut atteindre jusqu'à 40 000 € le kilo sur le marché mondial. Au Maroc, la région de Talouine s'est spécialisée dans la production de safran. Et c'est cette fleur, le Crocus sativus, qui renferme les précieux pistils rouges vifs. Elle est cultivée sur de petites parcelles et sa récolte ne dure que 3 semaines par an, au mois de novembre. C'est un travail uniquement manuel, éreintant pour les villageois qui doivent cueillir une par une les milliers de fleurs de safran. C'est énormément de travail, c'est beaucoup de fatigue, mais on est bien obligé car c'est notre seul gagne-pain. Tu veux qu'on récolte quelle quantité? 500 grammes de fleurs. 500 grammes, c'est suffisant pour la journée. Quand tu te lèves tôt, la fleur est encore fermée et elle est plus facile à cueillir. Mais si tu arrives trop tard, la fleur est ouverte, comme ceci. Et là, c'est plus délicat. Ça prend beaucoup plus de temps à la récolter. Le safran n'est pas originaire du Maroc. Il a été introduit dans le pays après la conquête arabe au 8e siècle. Dans cette région montagneuse et isolée, il a apporté une source de revenus inespérée pour les habitants.
Après la récolte, les femmes du village doivent se livrer à l'émendage. Un travail long et minutieux. On gagne notre pain à la sueur de notre front, mais c'est un travail honnête. Avant, nos terrains n'étaient pas irrigués, car on n'avait pas de puits au village. On se faisait embaucher chez les autres producteurs pour récolter leur safran. Alors au village, on a tous décidé de se cotiser pour faire creuser un puits. Et maintenant, on peut cultiver notre propre champ. Dans le village, les petites productrices se sont regroupées en coopératives afin de mieux valoriser le fruit de leur travail. Tu peux le peser? On ne connaît pas le poids exact. Ici, elles peuvent revendre le safran 3 € le gramme. C'est mieux payé qu'au souk, car la coopérative est en contact avec de gros acheteurs étrangers. Ça fait 37 grammes à peu près. Aujourd'hui, il faut préparer une livraison pour la Suisse. 5 kilos de safran emballés dans 15 000 petites boîtes. Mais la majorité des bénéfices de cette vente partira dans la poche des intermédiaires, qui vont revendre le safran jusqu'à 10 fois plus cher dans les épiceries fines des grandes capitales. Au village, les femmes conservent toujours une petite quantité de safran, car cette épice leur rend bien des services, et pas seulement sur le plan culinaire. Le safran est très bon dans le tagine et il a beaucoup de vertus. Il peut soulager les rhumatismes. Quand on a besoin d'argent, on pioche dans la réserve et on va le vendre. On peut le conserver très longtemps et le safran est toujours là pour nous aider en cas de coup dur. On n'a pas besoin de demander à notre mari. C'est pour nous les femmes et on fait ce qu'on veut avec. Dans la région de Talouine, le safran est encore plus savoureux qu'ailleurs, car il apporte un petit goût d'indépendance aux femmes des villages. Larsen? Oh, bonjour, les gars. Salut, tu vas ça bien? Ça va bien? Oui, très bien. Abdullah, ça va bien. C'est bien. Je suis tellement heureuse d'être à Ouarzazate. C'est presque la fin de mon voyage. On est aux portes du désert, là. Oui, exactement. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, il n'y a pas de problème. Pour m'accompagner jusque dans les dunes. T'inquiète pas. Est-ce qu'on a le temps de visiter la Casbah de Taourirt avant de partir dans le désert pour notre grande aventure? Oui, on peut faire la visite à l'intérieur, oui. On peut y passer? Allez. Voilà. Yallah. Voilà. Elle est très luxueuse, cette Casbah. Elle est belle et lumineuse, hein? Ah oui, c'est la partie réservée pour la famille. Donc, il est décoré. D'accord. Et le bas, c'est réservé pour 10 invités. Moins joli, mais voilà. Oh là là, j'avais oublié qu'il faisait aussi chaud dehors. Ah oui, Il fait exactement. bon dans la maison, hein? Les murs en terre pisée, ça garde la fraîcheur. Hein. Oui. Voilà, donc là, on peut voir l'ancien village de Ouarzazate, c'est cette partie-là. Et l'autre partie, c'est récente. Hein. La première partie construite à Ouarzazate il y a 10 siècles et 10 siècles, c'est ici.
c'est qu'on est sur la route des caravanes. Il vient du désert et il passe par la vallée du Dra, il arrive à Ouarzazate et il monte vers Marrakech par Telwat. Et donc tu me disais que le désert, par là, c'est par là-bas. Par là, ouais. Le désert nous attend, hein. Donc, oui. Est-ce qu'avant de partir, je pourrais m'habiller comme toi, parce que c'est magnifique? Ça, c'est la clim traditionnelle. La climatisation traditionnelle. On va acheter une clim. Oui, moi aussi, je veux m'équiper de la clim. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu peux nous emmener au Sahara jusqu'à Merzouga? Avec plaisir. Combien? 300 dirhams, 30 €. Ok, pas de problème. C'est un bon prix. Ok, c'est bon. Yallah. Yallah. Bonjour, bonjour. Bonjour. On y va. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu le désert, que tu es parti dans le désert? Ouais. C'est ma première expérience. J'étais perdu jusqu'à minuit dans le désert. Ah, pour de vrai? Oui, c'est de vrai. À un moment, on a décidé de faire remonter une dune pour voir le coucher de soleil. Oui. Donc les clients, ils veulent faire ça. Hein. Ouais. Donc on a filmé le coucher de soleil. Magnifique. Et magnifique, vraiment très 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 joli. Mais le problème, c'est que après le coucher de soleil, elle devient sombre, là, voilà, c'est noir. Ça commence à vite, hein, et là tu perds la direction. Ah là là là. Enfin, moi, en tout cas, de faire la route avec toi, là, ça me fait une émotion particulière. Le désert, c'est quelque chose dont j'ai rêvé, tu vois, que j'ai vu dans les films, que j'ai vu dans des reportages. Et de savoir que je m'en approche, c'est quelque chose d'assez assez fort. Si samedi, j'ai une petite surprise au prochain village. Ah oui? Samedi? D'accord, allez. Tu veux bien nous déposer dans le prochain village? D'accord. Merci. Prends cette route-là. Oui, par là. C'est bon, on est arrivé. On est arrivé? Voilà. Donc, chauffeur, 31 دقيقة. Tu peux nous attendre là 30 minutes? Ok. تسنانا هنا. نمشيو. طفيها. طفي الطوموبيل. C'est bon? Oui. La surprise, c'est par là. On va entrer au village. Ah. Voilà. Bonjour, salam c'est Rachida qui fait le henné, la décoration avec le henné. Oui, c'est beau. Moi, je te laisse parce que je vais acheter de l'eau pour le désert. D'accord. Donc, tu restes avec Rachida. Top. C'est bon? Allez, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. T'as de belles surprises. Ah, merci. Je me suis même pas présentée. Moi, je m'appelle Tiga. Tiga. Ah. Et vous, vous appelez comment? Amina. Amina. Et moi, Rachida. Et Rachida. Amina, vous portez le foulard, c'est magnifique, hein, le foulard berbère traditionnel. C'est la fête aujourd'hui, c'est un jour de fête? Oui, je suis invitée à un mariage, donc j'ai demandé à Rachida de me faire un henné. On fait toujours le henné quand il y a un événement, un mariage ou un baptême, ou encore pour l'Aïd. Et c'est un produit naturel? Oui, c'est 100% naturel. On chauffe de l'eau et on mélange la plante de henné avec un peu de thé, avec du poivre. On mélange bien. Et on le conserve dans une pochette plastique pour garder sa texture. Tu vas être la plus belle au mariage. Merci. Ici, tout le monde le fait. Les jeunes, les anciens, c'est quelque chose de traditionnel. Le but du henné, c'est uniquement de l'ornementation. C'est juste pour faire très très beau. C'est comme un bijou.
Voilà, c'est terminé. Je te remercie, c'est très réussi. C'est beau. Maintenant, Tiga, c'est à ton tour. Prends ma place. Et alors, ce beau dessin, il va rester combien de temps sur ma peau? Dès que j'aurai fini, on va laisser sécher 5 minutes. Et après, on gratte. Et après, ça va rester 2 semaines. Donc, c'est ton métier, Rachida. Oui, c'est mon métier. Je fais des tatouages pour les futurs mariés ou pour n'importe quelle occasion. Et j'ai un autre métier. J'apprends aussi aux femmes à lire et à écrire. Et à la meilleure élève, je lui offre un tatouage au henné. C'est ma récompense. C'est magnifique ce que tu fais. Tu soignes le corps et l'esprit. De la roche à perte de vue. Les 2 tiers du territoire marocain sont recouverts de montagnes rocailleuses et de déserts. Un paysage lunaire et désespérément sec, qui semble hostile à toute forme de vie. Pourtant, quelques habitants survivent dans ces montagnes arides où l'eau est une préoccupation quotidienne. Il n'y a rien que des montagnes ici, pas une goutte d'eau. Alors j'ai toujours une gourde avec moi. Houssine a la chance d'habiter une bergerie reliée à l'eau courante. Mais la tâche se complique quand il s'agit d'abreuver son troupeau. Car cette année, la sécheresse est particulièrement sévère. L'eau est très importante. Elle est sacrée pour nous car elle est très rare. On a besoin de la pluie. Car sans pluie, il n'y a pas d'herbe et mes bêtes n'ont rien à manger. Ça fait 6 mois qu'il n'est pas tombé une goutte par ici. Voilà le lit de la rivière. Quand il pleut, c'est rempli d'eau. Et tout le troupeau peut venir s'abreuver ici. À cause de la sécheresse et du manque d'herbe, je suis obligé de les nourrir avec des céréales que je vais acheter au souk. Après plusieurs kilomètres, le troupeau parvient à dénicher une ultime flaque d'eau qui a résisté à la sécheresse. Les chèvres marocaines ont développé des facultés surprenantes. Elles ont appris à escalader les arganiers pour en manger les fruits. Comme les bêtes, les hommes eux aussi doivent s'adapter pour survivre dans cet environnement hostile. Les habitants les plus isolés ne sont pas raccordés à l'eau courante et ils doivent aller puiser l'eau en plein cagnard. C'est le fardeau quotidien d'Abdellah. J'ai besoin de cette eau pour toutes les tâches quotidiennes. Pour faire la cuisine, pour la lessive et pour abreuver mes bêtes. J'espère qu'il m'en restera suffisamment pour arroser mes plantations. La nappe phréatique a beaucoup baissé. Elle est à 40 mètres sous terre. Mon puits n'est pas assez profond, il m'en faudra un nouveau. On souffre beaucoup quand on manque d'eau. Il faudra beaucoup de patience à Abdellah avant de pouvoir récolter des fruits sur cette terre desséchée. Mais l'espoir est permis,
car les habitants savent qu'avec un peu d'eau et beaucoup d'ingéniosité, le plus sec des déserts peut se métamorphoser en terre promise. Les oasis sont la preuve qu'une bonne gestion de l'eau est capable de ramener la vie et de rendre hospitalière une zone qui ne l'était pas. Dans l'oasis d'Aguinan, 2000 habitants vivent et mangent à leur faim grâce à un savant système de canalisation. En détournant l'eau d'une seule source, on parvient à irriguer des centaines de parcelles. Bonjour, est-ce que tu as déjà arrosé aujourd'hui? Non, pas encore, mais il faudrait le faire. D'accord, j'y vais, je vais m'en occuper. Ouais, parfait, merci. Ahmed est responsable de la répartition de l'eau. C'est lui qui délivre à chaque famille une ration d'eau quotidienne pour irriguer leurs parcelles. Dans ce bassin, on retient la quantité d'eau nécessaire à l'irrigation. On s'adapte en fonction de la saison. En été, on économise car l'eau est rare, mais en hiver, tous les champs sont cultivés. Voilà, c'est parti. Cette eau va couler jusqu'aux parcelles de pommes de terre, de carottes et de navets. Mes ancêtres m'ont légué cette pioche. Elle sert à tout dans l'oasis. C'est avec ça que j'ouvre et que je ferme l'eau. Grâce à Dieu, nous avons la chance d'avoir un peu d'eau ici, par rapport à d'autres villages. À nous de la conserver précieusement, car il faut penser à ceux qui souffrent de la sécheresse. Il ne faut pas la gaspiller pour pouvoir la transmettre aux générations futures. Dans le désert marocain, la rareté de l'eau n'a pas créé de conflit. Elle a, au contraire, incité les hommes à plus de sagesse et à un meilleur partage de cette ressource. On tourne le chèche, donc là, comme ça. C'est bon? Tu es prêt pour le désert? Je suis prête pour le désert, voilà, Larsen. Donc on a deux chameaux. Oui. Il y a le chamelier Adi, qui s'appelle Adi. Salam Adi. Voilà. Donc les chameaux, ils sont pour porter nos sacs. Mais tu peux aussi monter si tu veux. Non, moi ça me va, ça me va. OK? Oui. Allez, Adi, vers le désert. On va faire 10 heures et 10 heures. Alors, là, on est vraiment... dans le Sahara. C'est l'entrée, là. OK, c'est l'entrée du désert. On aperçoit déjà les dunes, hein. Le campement pour dormir ce soir, c'est bien vers l'est? Oui, c'est ça. Voilà les traces des petites bestioles qui sortent la nuit. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux dans le désert? Il y a des scarabées, il y a des petits renards. Il y a aussi les vipères hein, à cornes. Des vipères à cornes? Vipères à cornes. Mais attends, il y a encore temps de faire demi-tour ou pas? Parce que je suis pas sûre de vouloir dormir dans le désert, là. Ah, ça, c'est une aventure. Il faut accepter ça, c'est une aventure. Ok, Larsen, cette fois-ci, tu nous perds pas, hein? Ah, j'espère. J'espère. Allez, Tiga. Ouais. Et là? Je suis là, je suis là. Je suis entièrement là. Là, je peux te dire, mon corps, mon esprit, tout. C'est la liberté totale. Ah. Il y a des peuples qui vivent encore dans le désert? Oui, il y a des tribus, il y a des nomades. Des nomades qui ont des troupeaux, des chameaux, des chèvres. Mais ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Ils cherchent la nourriture pour les chameaux. Adi, elle est nomade. Elle est de la région de Merzega. Donc, elle a parcouru tous les déserts de la région avec ses chameaux. Il a aussi un troupeau d'animaux chez lui.
Voilà. D'accord. On va faire une petite pause pour boire avant de continuer. Voilà. On va se reposer un peu ici. Juste pour récupérer. C'est bien, vous avez été bien gentil. Vous êtes courageux. Voilà ta beauté, tiens. C'est ici qu'on sent la valeur de l'eau dans le désert. Vraiment une... Et les dromadaires, ils restent combien de temps sans boire d'eau, eux? Peut résister à 2-3 jours, même 4 jours. En hiver, même une semaine. Je vous propose d'aller nous asseoir là-haut, sur la dune. Là-haut? D'accord. Vous trouvez pas qu'on ressemble un petit peu au roi mage, là? Ici, on retrouve la sérénité, le calme, la tranquillité. Dans le désert, c'est une rencontre avec soi-même. Dans le désert, on a vraiment le sentiment qu'on est vraiment très petit dans le monde. Ouais. Et on n'a pas fini de marcher. Non. C'est juste l'arrêt pour prendre le souffle. On a encore 2 heures de marche à faire. Il y a de la vie ici. Ah oui, c'est notre bivouac pour la nuit. C'est notre bivouac? Ah oui. Tu n'es pas fatigué? C'est bon? Non, je suis portée par une énergie spécialement magique. Ah, salam alaikum. Comment tu vas? Bonjour, ça va? Bonjour. Salut. Ça va toi? Et toi, comment ça va? Voici Tiga. Bienvenue, bienvenue. Ça a été la marche? Oui, très bien. Viens, Tiga. Je vais être bien là, Mbarak. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Je vais m'installer. Oui? Tu peux venir, je voudrais te montrer quelque chose. J'arrive. Je suis en train de faire le pain de sable. C'est le pain du désert? Oui, c'est un pain rapide à faire. Il cuit vite. Et hop. Eh ben, dis donc. C'est chaud. Et tu le recouvres de sable et de cendres. Chaud. Et ça, c'est un pain que tous les nomades font dans le désert? Oui, vu qu'on bouge tout le temps et qu'on n'a pas de four, c'est plus facile de faire comme ça. Et on laisse cuire environ 30 minutes. Ça sent bon dans la cuisine là-bas. Le pain est bientôt cuit. On va le manger ensemble. Je voulais en profiter, Larsen, pour te remercier pour tout le temps qu'on a passé ensemble, ainsi que toi, Adi aussi, pour cette traversée qu'on a faite ensemble dans le désert. Aujourd'hui, c'était vraiment un moment unique dans ma vie. Le temps s'est un peu arrêté. On ne sait pas où on est. Pendant des kilomètres, pendant des heures, on marche ensemble et je n'oublierai pas. C'était un rêve pour moi d'être là et je l'ai réalisé. Merci. Avec plaisir. Ça sent bon. Tu es content de ton pain? On se régale.
Et voilà, c'est ainsi que s'achèvent vos échappées belles dans le grand sud marocain. Le voyage a commencé dans les vagues, à Agadir. Nous avons parcouru 670 km et nous voici arrivés au beau milieu du désert du Sahara. Je rentre à la maison avec dans mon sac des épices et au pied un superbe tatouage au henné qui a été fait par Rachida. Merci Larsen pour la surprise. Quant aux bonnes adresses de ce voyage, elles se trouvent sur les réseaux sociaux. Rejoignez-moi. Ensemble, on terminera ce voyage et on en préparera d'autres. À bientôt. Slama.